Alors Dario Amodei, est-ce que le nom vous dit quelque chose? Moi en tout cas il me disait rien, mais en fait sans le savoir j'utilisais ces produits. Donc si vous utilisez Claude, Haiku, Sonnet ou Opus, mais en fait vous utilisez un produit développé par la boîte de Dario Amodei puisque c'est le patron, le cofondateur d'Anthropic. Alors il a 3 prédictions, si on peut dire, mais c'est bien plus que Madame Irma, parce que lui, bon, il est dans le domaine depuis un certain temps. Donc pour les GI, parlons de la chose dont tout le monde parle depuis un an ou deux, il n'aime pas le terme, il est un peu comme Yann Lequin à ce niveau-là, parce qu'il considère que c'est un peu absurde. De toute façon, même quand une intelligence artificielle de niveau humain sera atteinte, ça continuera à progresser. Donc qu'est-ce qu'on ira après? Est-ce qu'on ira une super AGI, une hyper AGI? Donc il trouve ça un peu absurde. À quel horizon il le voit? Début 2020, il se disait, entre le développement, le fait d'atteindre l'AGI et son adoption, c'est-à-dire que ça change réellement les vies professionnelles et privées des gens, il voyait ça à un horizon de 50 ou 100 ans. Maintenant, en 2025, 5 ans plus tard, il voit la chose plutôt accessible autour de 2026-2027. Alors ça n'empêchera pas qu'en 2025, une semaine sur deux, notamment sur YouTube, on nous annonce que l'AGI est là, à chaque nouvelle sortie d'un modèle notamment d'OpenAI. Donc lui, il voit ça plutôt autour de 2026-2027. En revanche, son adoption, il la voit beaucoup plus progressive et lente, tout simplement parce qu'il l'a vécu souvent, que dans les organisations privées majoritairement et aussi publiques, que ça prend beaucoup de temps dans ce genre d'organisation pour que les gens, la petite fraction de gens qui ont conscience de ce qui se passe, se fassent entendre, que l'inertie soit vaincue, et qu'ensuite, les choses soient adoptées. Il ne voit vraiment pas la chose être adoptée d'une manière exponentielle, tout simplement parce que vous ne pouvez pas, notamment quand vous êtes dans une entreprise, vous n'allez pas risquer de tuer la poule aux œufs d'or en disant allez, on branche tout, puis on utilise autre chose, sachant que pour l'instant, ce que vous avez, ça tourne, ça fait tourner votre boîte, donc tout débrancher pour tout changer en catastrophe. Voilà, l'une des raisons pour lesquelles ils ne voient pas la chose se faire vite. En revanche, pour les développeurs, pour nous, c'est moins marrant, parce qu'ils considèrent que la chose qui progressera le plus vite autour des IA, ce sera justement les IA dédiées à la programmation. Parce que, par exemple, lui, il pense vraiment que là où les IA peuvent faire changer le plus le monde, c'est dans la biologie. En fait, la chose qui freinerait le progrès dans ces domaines, c'est que vous avez sans arrêt des passages à faire entre le purement virtuel, le purement numérique, on va dire, et le physique avec les expériences qu'il y a à faire. La difficulté d'observer des choses, même si en biologie, par exemple, il y a des microscopes électroniques depuis bien longtemps, et vous avez toutes ces phases expérimentales qui font qu'il y a un rythme qui est cassé. Alors que dans le monde de la programmation, en fait, on est dans une boucle fermée. Ce qu'on appelle une closed loop, ce qui veut dire que il n'y a pas de temps perdu à passer du domaine virtuel, des modèles d'IA, à des domaines ensuite sur lesquels vous appliquez. Donc ils considèrent que ça va vite dans le domaine de la programmation, que ça ira encore plus vite. Et là, l'horizon pour nous, il se réduit, c'est qu'ils considèrent que d'ici un an ou deux, le fait de créer des programmes ligne par ligne, ce sera l'histoire ancienne. Qu'on sera plutôt à réfléchir au niveau des architectures, des systèmes. D'ici un an ou deux, on sera fixé. L'autre vision intéressante de Dario Amodei, c'est notamment pour ça qu'il est parti d'OpenAI, c'est qu'il est très attentif aux risques qu'introduisent les progrès de l'IA. Que ce soit des risques liés à la perte de contrôle, si on peut dire, des IA par leurs utilisateurs, ou l'utilisation des IA par des gens mal intentionnés qui s'en serviraient, par exemple, pour essayer, grâce à des IA, de créer des armes, des choses qui seraient des menaces sur le plan peut-être nucléaire, bactériologique, chimique. Donc ils considèrent que tant que via une IA, on ne peut pas en apprendre davantage qu'en allant sur Internet, la chose est bien contenue, mais qu'il a une approche assez intéressante et qui a inspiré d'ailleurs les autres acteurs de l'IA, c'est qu'il considère qu'il ne faut pas essayer de développer tout de suite d'un coup en essayant d'imaginer ce que pourrait être le développement des IA dans 5-10 ans et plus, quelque chose qui nous protégerait a priori, mais qu'il faut faire des protections à mesure de ce que les IA sont capables de faire. C'est un peu comme si on avait des triggers. Dès qu'une IA est capable de faire ça, il faut réagir avec une protection appropriée, un peu comme si, quand vous avez un briquet, vous prenez des précautions pour que, je sais pas, par exemple, un enfant puisse pas jouer avec et foutre le feu au matelas. En revanche, quand vous avez un chalumeau, vous prendrez encore plus, ou un poste de soudure, vous prenez encore plus de précautions, parce que vous pouvez faire exploser la bouteille. Et si vous avez une centrale nucléaire, vous en prenez encore plus qu'avec le briquet. Ou la bouteille, le poste à souder, simplement parce que les capacités de nuisance potentielle en cas de problème ne sont pas les mêmes. Il a envie d'être un peu la mouche du coche dans ce domaine pour faire en sorte que personne n'ait envie d'être le mauvais élève et d'être celui qui s'en fiche de la sécurité, des préoccupations de sécurité, mais sans tomber non plus
dans la parano en disant ça y est, on est tous foutus, les IA vont prendre le contrôle, sans être non plus très optimiste comme les Yann Lequin qui considèrent que c'est de l'anthropomorphisme d'imaginer qu'une IA aurait envie de prendre le contrôle, en prenant de bons exemples. Yann Lequin considère par exemple que chez les êtres humains, c'est pas les plus intelligents qui essayent de prendre le pouvoir. Et c'est vrai, quand on regarde les hommes politiques, ceux qui accèdent au pouvoir, c'est les plus hargneux, c'est pas les plus intelligents. Leurs conseillers sont souvent plus intelligents. Donc, d'après Yann Lequin, il y aurait un lien très faible entre l'intelligence et le désir d'acquérir le pouvoir et de s'en servir pour nuire au plus grand nombre. Là où Dario Amodei est moins optimiste, c'est pour ça qu'il préfère avoir une logique de trigger, c'est-à-dire que dès qu'il y a une possibilité qui devient accessible aux IA, il faut qu'en réaction, il y ait une protection adéquate. Il prône des modèles qui soient à la fois sûrs et transparents. Voilà, déjà au niveau transparence, on voit que ça élimine déjà bien OpenAI. Et il veut faire en sorte que les modèles soient beaucoup plus facilement observables. C'est-à-dire qu'en gros, un modèle, quand il est créé pour être efficace. Il n'est pas créé pour être observé. Or, il y a un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en ce moment. C'est ce qu'il appelle la mechanistic interpretability. Et c'est notamment si vous êtes intéressé déjà par le sujet, il y a Chris Olah, ça doit être Christopher Olah, qui est spécialisé là-dedans. Et c'est une branche dans laquelle vous pouvez déterminer à quel moment, par exemple, on va un peu pousser le bouchon et dire à quel moment une IA, par exemple, serait en train de cacher certaines possibilités qu'elle a et qu'elle ne rendrait pas apparentes. Ou bien à quel moment une IA pourrait mentir. Si on voulait illustrer la chose, ce serait un peu équivalent à mettre un hublot dans un tuyau pour voir ce qui passe et ce qui se passe. Sauf que là, c'est un système dans lequel il y a des milliards de tuyaux. Donc c'est pas quelque chose de facile. Et d'ailleurs, il incite des étudiants à s'intéresser à ça. Dans ce champ, il y a à peine une centaine de personnes. Là où sur les architectures d'IA, il y a peut-être 10 000 personnes déjà qui sont sur le coup. Donc pour rendre les modèles sûrs et transparents. Une chose intéressante aussi, je vous avais dit qu'il avait quitté OpenAI, c'est qu'à un moment donné, il trouve que ça sert à rien de rester dans une boîte avec laquelle on n'est pas d'accord. De toute façon, vous allez vous battre sans arrêt. Ce sera une bataille, une uphill battle, comme disent les anglophones. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à vous battre dans la position de celui qui essaye de grimper la colline, alors que ceux qui sont au-dessus, votre hiérarchie, ils vous envoient de l'huile bouillante et des rochers. Donc il vaut mieux partir. Quand vous n'êtes pas d'accord, faites ce que vous considérez être la chose qui devrait être faite dans la boîte que vous avez quittée. Et ensuite, si vous gagnez votre pari et que votre idée était meilleure, de toute façon, elle sera adoptée. Il a aussi une vision intéressante dans la taille des équipes à avoir. Et c'est le fait que la densité d'une équipe, elle bat sa masse. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que il vaut largement mieux avoir une petite ou moyenne entreprise dans laquelle vous aurez 100 excellents chercheurs que d'avoir une plus grosse boîte dans laquelle vous auriez 200 aussi bons chercheurs, 200 excellents chercheurs, mais 800 moyens en plus à côté. Parce que quand vous avez une petite boîte où tout le monde est talentueux, si on résume la chose comme ça, alors en fait, vous êtes, non seulement il y a une émulation, mais en plus vous avez confiance. C'est un peu l'esprit qu'il y a dans les troupes d'élite. Vous savez que quelle que soit la personne qui est à côté de vous, de toute façon, vous savez qu'elle assurera. Et aussi, si vous avez que des gens bons, vous avez besoin de mettre beaucoup moins de protection contre des gens qui risqueraient de faire un peu n'importe quoi. Et qu'ensuite, vous avez personne qui ralentit les projets. Donc c'est pour ça que là, ils sont maintenant autour d'1 millier chez Anthropic, et que maintenant, ils se développent très lentement, alors qu'ils pourraient mettre les bouchées doubles pour essayer d'avoir beaucoup plus de monde. Même si il prend vraiment très au sérieux la sécurité et les risques de dérapage qu'il y aurait au niveau des IA, il a quand même aussi le désir d'imaginer ce qui se passerait si, et imaginons si les choses se passaient bien. Il a écrit un essai d'une 30aine de pages qui s'appelle Machines of Loving Grace. Vous pouvez le trouver en ligne. Et il regarde les aspects positifs de l'IA. C'est-à-dire que si ça marchait bien, notamment dans les IA qui assisteraient à des recherches en biologie et en chimie, qu'il y aurait de fortes chances que trouver des médicaments contre le cancer irait beaucoup plus vite que sans les IA. Ou de pouvoir vaincre ou éviter des pandémies. Et également de doubler la durée de vie des êtres humains. Donc c'est assez intéressant que quelqu'un qui est à ce point attaché à ce qu'on garde toujours à l'esprit la sécurité, surtout qu'on la prenne de plus en plus en compte à mesure que les capacités des IA progressent, il veut aussi qu'on garde à l'esprit le fait qu'il se pourrait très bien que les choses se passent bien. Mais en fait, on est câblé comme ça, on est plus réceptif au négatif qu'au positif. Parce qu'en fait, si vous ratez un événement positif, c'est pas grave, vous serez vraiment surpris. Si vous en ratez, si vous oubliez de réfléchir à un événement négatif, vous risquez, vous pouvez même y passer. La place que prendront les IA, ce qu'il voit notamment dans le monde de la recherche et de la recherche en biologie, parce qu'en fait, il vient de ce milieu-là, il avait fait des études au départ en biologie, c'est que grâce aux IA, un professeur en biologie, il aura l'équivalent
d'un millier d'étudiants qui travailleraient pour lui. Et en plus, ce seraient des étudiants plus intelligents que lui, au lieu, pour un prix Nobel, par exemple, contemporain, d'avoir simplement 50 équivalents de masters ou de gens qui sont en train de faire leur thèse à travailler avec vous ou pour vous. Et il pousse même le bouchon jusqu'à dire que les IA, en fait, à terme, ça deviendra des professeurs d'autres IA qui deviendront elles-mêmes des professeurs d'autres humains. Quand on l'interroge sur ce que pourrait impliquer le fait que les IA progressent énormément au point qu'elles nous remplacent dans énormément de secteurs, est-ce qu'il n'y aurait pas une perte de sens qu'au bout d'un moment vous dites à quoi ça sert d'apprendre les maths puisque les IA seront toujours meilleures, à quoi ça sert d'apprendre à écrire ou à s'atteler à écrire un roman parce que de toute façon les IA le feront mieux, à quoi ça sert d'apprendre à jouer de la musique, à quoi ça sert. Donc vous pouvez vous trouver dans une situation où plus rien ne compte, mais en fait lui c'est pas ça qui l'inquiète. Ce qu'il trouve beaucoup plus perturbant et qui pourrait également une chose sur laquelle il faudrait se prémunir, c'est qu'il y a une concentration de pouvoir et surtout d'argent entre les mains de ceux qui possèdent les moyens de développer des IA, ceux qui ont les moyens de posséder des data centers, et puis aujourd'hui on voit bien que maintenant ce sera carrément un data center plus centrale nucléaire à côté pour les alimenter, et surtout que ça serve à des gens qui auraient la volonté d'être des dictateurs, ou à minima de décider de nuire à une partie de leur société. Donc il y a bien d'autres choses qui ont été abordées par Dario Amodei. Donc je vous mets le lien vers la vidéo. Alors elle fait 5 heures et quelques, mais en fait la partie où lui est interviewé, elle dure que, entre guillemets, 2h50. Et après il y a une philosophe qui réfléchit aux problèmes d'éthique, qui a énormément utilisé, le dit lui-même, qui est celle qui a le plus utilisé probablement, qui a le plus écrit de prompts et étudié la façon dont répondent les IA en fonction de la façon dont on formule les prompts. Et il y aura notamment le gars dont je parlais tout à l'heure qui est spécialisé dans ce domaine qu'il est en train de créer, la mécanistique interprétabilité, Chris Olah, qui ensuite interviewe. Mais si vous êtes intéressé par la partie uniquement d'interview de Dario Amodei, eh bien c'est 2h50. Je vous mets le lien. Est-ce que vous partagez les craintes et les espoirs de Dario Amodei? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.